Nous sommes au milieu du 19e siècle, dans un village du sud de la France, à la frontière de l'Espagne, dans le département des Pyrénées-Orientales. Ce village s'appelle Céré. Céré est composé à cette époque d'une population d'environ 3500 habitants, essentiellement agricoles. À cette période, le village catalan vient tout juste de retrouver sa tranquillité habituelle après l'épisode malheureux et meurtrier des Trabucaires, bande de malfrats composée essentiellement de carlistes espagnols et ayant semé la terreur dans les années 1840 de part et d'autre de la frontière. Les brigands furent arrêtés en 1845 et jugés en 1846 à Perpignan. Deux des chefs de bande, Salgas et Tocabens, seront d'ailleurs guillotinés devant une immense foule dans le village sérétan, place du château. On raconte que Salgas, sur le chemin vers l'échafaud, s'écriera en catalan « Ne vous pressez pas, on ne le fera pas sans moi ». La ville du département et celle de Céré vont pouvoir reprendre leur cours. En 1847, la ville de Céré inaugure le nouveau cimetière construit sur le chemin de Nogared. Nous allons voir que ce nouveau cimetière va vite avoir une grande utilité. Céré est la sous-préfecture départementale et la localité la plus importante du Val-Espire. Sous son apparente douceur de vivre, les habitants se plaignent de l'insalubrité de leur ville. En effet, à Céré comme dans beaucoup d'autres villages, la propreté des rues n'est pas le point fort. Les rues sont en grande partie encore en terre, étroites et peu ensoleillées. Elles sont encombrées de détritus, de fumée, et la présence d'animaux de la basse-cour tels que les volailles ou les cochons n'arrange rien. Tout cela attire un nombre important de rats et de mouches et favorise la propagation de maladies. Il est aussi bon de rappeler qu'à cette période, très peu de maisons sont équipées de toilettes. On jette au petit matin ou à la tombée de la nuit les urines ou excréments que l'on a gardés chez soi durant toute la journée ou la soirée. Tout cela part dans les rigoles de la ville, mais les rues ne sont arrosées via les ruisseaux que 2 fois par semaine. On peut facilement imaginer l'odeur pestilentielle qu'il règne dans les ruelles sérétanes. En gros, la ville est dans un état sanitaire désastreux et cela va favoriser l'apparition d'une maladie méconnue à l'époque, le choléra. Le choléra est une infection intestinale aiguë due à une bactérie qui se transmet par voie directe ou par l'ingestion d'eau et d'aliments contaminés. Le mode de contamination favorise à l'époque une transmission cholérique rapide. Une cruche d'eau infectée, des légumes lavés avec de l'eau souillée, et c'est toute une famille qui est touchée. La maladie se transmet aussi par simple contact, une main qui a été en contact avec la bactérie peut la transmettre aisément à ses proches. Le choléra est en plus résistant et a une grande capacité de survie en milieu humide. L'incubation est aussi très rapide. En effet, au bout de quelques heures, la maladie entraîne d'importantes diarrhées et vomissements, affaiblissant rapidement le malade déshydraté. En moins de 3 jours, le malade perd énormément de poids et voit sa température corporelle descendre. Si la maladie n'est pas traitée à temps et que la situation du contaminé ne s'améliore pas, l'issue est fatale. La première apparition du choléra dans le département date de 1835. Hormis à Collioure où il y eut 42 décès, la maladie ne fit que peu de morts dans les autres villages des Pyrénées-Orientales. La deuxième vague, 2 ans plus tard, va faire plus de dégâts humains puisqu'il y aura notamment 85 décès à Perpignan, 42 encore à Collioure et plus de 80 dans l'arrondissement de Prades. Céré est étrangement épargné à cette période. Au début de l'été 1854, le choléra, aussi appelé fléau indien, fait des ravages dans le midi de la France depuis déjà plusieurs mois. Les Pyrénées-Orientales ne sont pour le moment pas touchées, la situation va rapidement évoluer. Cette année 1854 correspond à la 3e invasion colérique dans le département catalan. Celle-ci le touchera dans son intégralité. En août, alors que quelques cas avaient été signalés de façon éparpillée, Perpignan est la première ville du département touchée par l'épidémie. Le choléra va se développer de façon rapide à partir du 15 août, et ce, jusqu'à la mi-septembre. Elle atteindra son pic le 28 août, en faisant 25 décès ce jour-là. La situation va vite devenir hors de contrôle et toucher de multiples villages environnants. Cet été 1854 a été particulièrement chaud et orageux à Céré. Cette lourdeur et cette humidité ambiante, ajoutées comme nous l'avons vu à l'insalubrité de la ville, vont favoriser la propagation de la maladie. Un premier cas isolé de choléra est signalé à Céré le 29 juillet. Les Sérétans en ignorent encore, mais un nombre important d'habitants va être touché par la maladie. Ce premier cas va annoncer quelques semaines plus tard l'installation de l'épidémie. Le choléra va se développer d'abord lentement, avant de connaître une accélération rapide au mois d'octobre. Les vendages à peine terminés, l'épidémie s'installa dans le village catalan vers la mi-septembre de façon bénigne. Les premiers cas furent constatés sur la rive gauche du Tech, juste après le pont du Diable. Ce pont ne portera jamais aussi bien son nom. Le fléau est diabolique. Quelques jours après, la maladie apparut au château, partie ancienne de la commune. Le 24 septembre, bien que l'on compte de graves cas un peu partout dans la ville, le nombre de touchés par le choléra est stable et la progression est très lente. Le nombre de morts est de moins de 8 personnes sur ces 10 premiers jours épidémiques.
Par prudence et devant la gravité de la maladie, la fête de la Saint-Ferriol du 18 septembre 1854 ne fut pas célébrée comme les autres années. À la fin septembre, le choléra, bien que grave et effrayant, semble encore sous contrôle. Les autorités sanitaires pensent que le fléau ne sera plus là début octobre. D'ailleurs, le sous-préfet de l'arrondissement de Céret écrit le 2 septembre au préfet du département que l'épidémie paraît rester stationnaire. Même si les autorités tentent comme ils le peuvent de cacher la présence de l'épidémie, la population n'est pas dupe et l'inquiétude monte. Ces derniers jours, le nombre de morts est trop important et trop rapide pour être le fait de dame nature. Les Céretans connaissent les ravages faits par la maladie un peu partout en France et dans le monde. Dans son ouvrage Mon vieux Céret, paru en 1896, Antoine de Ciboune, de son vrai nom Joseph Delmas, se rappelle que l'on attribuait les décès qui avaient lieu tous les jours aux causes les plus fantastiques. Un tel avait mangé trop de haricots, un autre s'était gorgé de fruits, un troisième avait bu de l'eau corrompue. Dans un nouveau courrier daté du 28 septembre, qu'il adresse au préfet des Pyrénées-Orientales, le sous-préfet reconnaît qu'il avait demandé aux médecins de cacher les cas de choléra afin de ne pas alarmer la population de Céret. Devant l'ampleur du nombre de cas, il prévient son supérieur hiérarchique qu'il ne peut plus donner le change et nier l'évidence. Tout le monde est désormais au courant que l'épidémie colérique a fait du village son nouveau berceau. En octobre, contrairement aux prédictions optimistes, les choses vont rapidement empirer. Dans son rapport sur le choléra épidémique qui a sévi dans les Pyrénées-Orientales en 1854, le docteur Bocamy nous raconte que dans la nuit du 7 au 8 octobre, après une journée humide pendant laquelle le vent d'Est n'avait pas discontinué de souffler, un grand nombre de personnes appartenant à toutes les classes de la société furent frappées tout à coup par la maladie régnante. Rien que sur la journée du 8 octobre, il y aura 36 décès tous morts du choléra. Le lendemain, 33 personnes vont en mourir. L'épidémie invisible est bel et bien là, elle tue subitement, en grande quantité. La mort est rapide. Les personnes infectées ne survivent que quelques jours. Ces 2 journées feront 69 morts. À titre de comparaison, il y eut 72 décès sur la totalité de l'année 1852 dans le village céretan. Le docteur Bocamy précise que cet accroissement prodigieux et insolite de l'épidémie coïncida avec l'apparition d'un brouillard très épais qui couvrit dans la nuit du 7 au 8 octobre une grande partie du département, mais principalement la ville de Céret. Le 10 octobre 1854 éclata un orage qui sembla dissiper le fléau mortel. Le nombre de cas baissa sensiblement, mais le choléra fit tout de même 60 décès en 5 jours. La population est prise de panique et quitte Céret. La ville se dépeuple en quelques jours et des 3500 habitants habituels ne restent mi-octobre que moins de 2000 Céretans. Joseph Delmas se rappelle que les voitures publiques ne suffisaient pas au transport des immigrants, dont pas mal allèrent mourir loin de leur ville natale. Tout le monde veut fuir cet enfer. Pour les autorités municipales, il faut endiguer ce fléau à tout prix. Ainsi, afin de freiner la propagation de la maladie, il est ordonné d'allumer des feux dans les rues pour essayer de les assainir. Rien n'y fait. Le fléau continue ses ravages. On manque vite de bras pour enterrer les morts qui s'accumulent. Joseph Delmas nous raconte que l'on réquisitionne tout le monde pour creuser des tranchées au cimetière et pour transporter les cadavres. La panique générale crée des situations tragicomiques. Ainsi, toujours sur le récit de Antoine de Ciboune, un dénommé Martre, chargé des inhumations, arrive un jour rue du Barry pour effectuer son dur labeur et enlever un corps. En arrivant à l'adresse indiquée, il trouva un homme en train de déjeuner et lui demanda expressément de lui montrer où était le corps qu'il devait récupérer. L'homme attablé s'arrêta net. Le corps à récupérer, c'était lui. Martre croyant à une mauvaise blague et le pauvre malheureux protestant, le ton monta vite entre les deux hommes. Finalement, après vérification, le croque-mort repartit penaud. Une ressemblance de nom et une confusion d'adresse avaient eu raison de lui. La situation est de plus en plus compliquée, d'autant plus que le curé du village, Fortuné Compagnon, ne peut plus assurer ses missions. Il est atteint par une longue maladie qui le laisse alité. Il devra se faire remplacer et aider par 2 de ses vicaires qui, au péril de leur vie, vont porter à tous, vivants et morts, les secours de la religion. Le 12 octobre, le préfet voulant montrer sa solidarité avec les habitants de Céret et désirant peut-être les rassurer, vient visiter la ville avec le docteur Bocamy et le courageux docteur céretan, Gouey. La situation est très préoccupante et le jeune docteur Gouey a beau se démener pour soulager les personnes atteintes du fléau, il est bien seul. En effet, il est au 12 octobre, le seul docteur présent à Céret. Raphaël Gouey est un enfant de Céret âgé de 26 ans en 1854. Il sort à peine de l'école et est revenu dans sa ville natale pour exercer. Au début du mois d'octobre, il aide le maire Jean Fortagut à établir un poste de secours à l'hôtel de ville. Il s'investit corps et âme à l'aide de la population céretane au mépris de sa propre santé. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva, et il fut atteint à son tour par le choléra, et mourut rapidement. Il s'éteignit à Céret le 16 octobre à 10h du matin, chez son père, rue du Barry. La nouvelle mit en émoi la population. Ce jeune homme si dévoué à sa cause, qui a aidé tant de malades, ne méritait pas ce sort.
La population, ou du moins ce qu'il en reste, va lui rendre un dernier hommage en assistant massivement à ses funérailles, qui eurent lieu le même jour. La triste nouvelle va franchir les frontières de la ville, puisque le Messager du Midi va souligner cette terrible perte pour le village sérétan dans son édition du 24 octobre. Suite à son décès, Céret n'a plus de docteur en ville. Il faudra faire venir des médecins extérieurs, s'ils le veulent bien. En attendant, et devant l'ampleur inédite de la maladie, des sœurs de la communauté du Saint-Sacrement vont continuer à se porter au secours des Sérétans touchés. Elles sont arrivées dès la propagation de l'épidémie mortelle dans le village pour assister les plus faibles. En l'absence de docteurs et les abbés étant débordés par les enterrements qui s'enchaînent, leur rôle va être primordial. Leur courage et leur dévouement seront soulignés par tous. Sans relâche, elles iront visiter les malades, soulager les souffrants et consoler les veuves et orphelins. Leur calme et leur sens du sacrifice font l'admiration et le plus grand bien aux habitants de la commune. Certaines donneront leur vie pour accomplir leur mission. Les nouvelles de la situation sérétane sont vite reprises par les journaux régionaux. Ainsi, le quotidien Le Messager du Midi, dans son édition du 13 octobre 1854, reprend un article du journal des Pyrénées-Orientales et annonce les bien tristes nouvelles touchant la commune. La Gazette du Midi évoque quant à elle la situation à Marseille, où le fléau colérique a quasiment disparu. Le journal souligne que le choléra s'est malheureusement déplacé vers le sud-ouest et que Céret est durement touché. C'est dans ce marasme épidémique que se trouvent toutes les familles sérétanes restées au village. Nombreuses sont les personnes qui ont perdu plusieurs membres de leur famille. Anton de Ciboune se rappelle que des maisons restaient fermées car tous ceux qui y habitaient étaient morts. Plusieurs membres de ma famille se trouvent à Céret au moment des faits. Mais intéressons-nous à une famille en particulier, un ascendant direct de ma grand-mère paternelle, la famille de François Puitch. François et sa famille n'ont-ils pas eu la possibilité de trouver refuge ailleurs? Ne souhaitaient-ils pas ou ne pouvaient-ils pas quitter leur village? Nous ne le saurons pas, mais quoi qu'il en soit, François va rester à Céret et subir avec crainte la situation. Lui qui a 2 jeunes enfants à sa charge, est inquiet par la brutalité des décès et la rapidité d'expansion de la maladie. Comme beaucoup de Sérétans, il ne sera pas épargné par cette terrible épidémie. La famille de François est implantée à Céret depuis plusieurs générations. Son père, son grand-père et son arrière-grand-père s'appellent aussi François comme lui et exercent tous les 3 la profession de brassier. Lui sera charretier, il s'occupera de transporter des marchandises à l'aide de sa charrette et de ses chevaux. Au cours des 10 dernières années, François Puitch et son épouse Catherine Oliveres ont connu déjà de multiples malheurs, puisque 4 de leurs enfants sont décédés en bas âge. En 1854, le foyer se compose donc de François et de Catherine et de leurs 2 filles. Leur fille aînée Elisabeth est âgée de 13 ans et la petite dernière Louise est âgée de 2 ans. Toute la famille habite rue Saint-François, non loin de la place du château. Nous ne saurons pas avec certitude si le choléra va toucher la famille de François, mais quoi qu'il en soit, la petite Louise va s'éteindre en pleine épidémie le 15 octobre 1854 au domicile de ses parents. Il y a de très fortes probabilités que l'enfant ait été touché par la maladie. En effet, la maison d'habitation de la famille se situe dans le centre historique, secteur très impacté par l'épidémie. Ce jour-là, le 15 octobre, il y aura 5 décès déclarés à Céret. Bien moins que les jours précédents, mais le nombre est tout de même encore important pour le village déjà durement touché. Le sous-préfet confirmera cette nette amélioration au préfet du département dans son courrier du 17 octobre 1854. Les journaux de l'époque reprennent cette bonne nouvelle et indiquent à leur tour que la situation sanitaire de Céret s'améliore. Les périodiques soulignent aussi le travail admirable de l'abbé Cheruel, venu remplacer au pied levé Fortuné Compagnon, le curé sérétan alité par la maladie. Un extrait du journal Le Messager du Midi du 24 octobre et un article paru sur le journal des Pyrénées-Orientales le 21 octobre remarquent l'aide précieuse qu'a apportée l'abbé aux habitants de Céret. Personne n'oubliera son dévouement durant cette période dramatique, et aucun habitant du village ne manqua à la grande procession qu'il mit en œuvre vers l'ermitage Saint-Ferriol, situé dans les hauteurs du territoire. Les pieux Sérétans adressèrent au Saint adoré de nombreuses prières, et invoquèrent son aide comme ils l'avaient fait 200 ans avant pour l'épidémie de peste. Leur vœu le plus cher allait bientôt être exaucé. Fin octobre, vers le 25 du mois, les autorités médicales et locales peuvent enfin affirmer que l'épidémie ravageuse de choléra est passée. Le bulletin tenu par le sous-préfet quotidiennement nous apprend que la maladie aura fait en quelques semaines 187 décès au sein du village de Céret pour 284 cas répertoriés. La maladie s'étant évaporée aussi vite qu'elle est arrivée, il est temps de faire un bilan. La mortalité cette année-là va logiquement être très importante. Malheureusement, 266 personnes vont décéder à Céret en 1854, soit autant que les 3 années précédentes additionnées. Le choléra est passé par là.
Si on étudie le nombre de décès par mois sur l'année, on voit très bien que le choléra en est la grande cause. Le nombre de décès a explosé en septembre et surtout en octobre, où il y a 17 fois plus de décès que dans n'importe quel autre mois de l'année. Le choléra s'est évaporé avec les premiers froids de l'hiver s'annonçant. Il aura laissé derrière lui des familles détruites et des dégâts humains très importants dans le département. Il aura fait plus de 3000 décès cholériques durant la période épidémique de 1854. En rapport avec le nombre d'habitants, cela fait des Pyrénées-Orientales le 6e département français le plus touché. Cette année-là, le choléra a fait plus de 108 000 morts en France, beaucoup plus que la vague de 1832 avec 92 000 morts et de 1849 avec 85 000 morts. L'épidémie passée, il faut en tirer des leçons afin que cela ne se reproduise plus, ou du moins, de façon moins virulente. Le docteur Bocamy, dans son rapport sur le choléra épidémique de 1854, préconise de donner le pouvoir aux municipalités. Ainsi, elles vont devoir agir pour améliorer la propreté de leur ville et leur village. À Céret, une des premières mesures prises sera d'étendre l'arrosage des rues cérétanes. En 1856, on va passer d'une mise en eau des ruisseaux 2 jours par semaine à un arrosage tous les jours pendant 6 heures. Cela est un progrès considérable. Il n'y a plus de déchets ou d'excréments qui restent plusieurs jours dans les ruisseaux à sécher. En 1857, la commune adjuge aussi à un tiers, et pour une période de 3 ans, le balayage des rues et l'enlèvement des boues et immondices de la ville. Cela est une autre avancée importante et montre bien que Céret prend ce sujet à bras le corps. Il ne reste plus à prier que l'épidémie ne se représente plus.